Freud invente le mot psychanalyse en 1896 dans un contexte où, à la fin du 19e siècle, deux grandes manières de penser les troubles mentaux s'affrontent. D'un côté, il y a l'organicisme qui cherche l'origine des maladies dans le cerveau et le système nerveux, donc dans le substrat neurologique. Et de l'autre côté, il y a la perspective psychogénétique qui considère que ces troubles ont une origine psychique liée à l'histoire et au vécu du sujet. Charcot montre alors que les symptômes hystériques peuvent disparaître sous hypnose, ce qui prouve qu'ils ne sont pas dus à une lésion irréversible. Breuer, en s'appuyant sur ses travaux, transforme l'hypnose en une véritable méthode de soins appelée la méthode cathartique. Et Freud, à partir de cette base, va élaborer progressivement la psychanalyse. La méthode cathartique consiste à faire remonter à la conscience des souvenirs traumatiques enfouis grâce à l'hypnose en 3 temps successifs. Dans cette méthode, on commence par hypnotiser le patient hystérique, ce qui permet de lever certaines barrières psychiques. Ensuite, on lui pose des questions pour qu'il revive affectivement des événements douloureux avec toute la charge émotionnelle qui les accompagne. Enfin, au réveil, on lui demande de se souvenir et de raconter ce qui a été dit pendant la transe hypnotique, ce qui permet de mettre en mots ce qui était jusque-là enfoui. Freud et Breuer appellent abréaction cette réaction émotive intense qui surgit lorsque le sujet se libère par des gestes ou par des paroles de ses tendances refoulées. Il constate que cette décharge émotionnelle a un effet thérapeutique parce qu'elle permet de se délester d'affects restés coincés. Mais Freud comprend aussi assez vite qu'un traumatisme ne vient presque jamais d'un seul événement isolé et qu'il faut plutôt penser à un ensemble d'événements qui, mis bout à bout, produisent le symptôme. Imagine que tu te mettes à pleurer sans comprendre pourquoi en repensant à une scène de ton enfance. Sous hypnose, tu pourrais revivre cette scène avec une intensité émotionnelle très forte, crier, trembler, puis au réveil, raconter ce qui t'est revenu. Ce moment de décharge, cette abréaction, serait précisément ce que Freud et Breuer cherchent à provoquer pour soulager le symptôme. Avant de formaliser la psychanalyse, Freud et Breuer mettent en place une méthode qui vise à découvrir le sens des symptômes. En interrogeant ses patientes sous hypnose sur la signification de leurs symptômes, Freud se rend compte que ces manifestations ont un sens caché. Par exemple, lorsqu'une patiente se met à crier sans raison apparente le prénom de sa fille, il lui demande, en état hypnotique, ce que ça évoque pour elle. Et en retrouvant l'origine de ce cri, eh bien, le symptôme disparaît. Freud en déduit qu'il existe chez le patient un savoir insu, c'est-à-dire un savoir inconscient qui agit sur lui sans qu'il en ait conscience. Ce savoir se manifeste sous différentes formes, comme les rêves, les lapsus, les actes manqués ou encore les symptômes qui deviennent autant de voies d'accès à l'inconscient. C'est à partir de ces phénomènes que Freud va définir ce qu'il appelle l'inconscient, un lieu psychique où se logent des désirs, des souvenirs et des représentations refoulées. Ce savoir inconscient n'est pas totalement inaccessible. Il peut être atteint sous certaines conditions particulières, dont l'hypnose fait partie. Mais Freud va progressivement chercher d'autres moyens que l'hypnose pour accéder à ce matériel inconscient, parce qu'il veut que le patient participe activement à ce travail, et pas seulement qu'il soit plongé dans un état de transe.
Tu peux penser à un lapsus que tu as déjà fait. Par exemple, appeler ton professeur maman ou papa, par erreur. Sur le moment, tu peux trouver ça absurde ou gênant. Mais pour Freud, ce type d'erreur révèle quelque chose de ton inconscient, comme un désir, une peur ou un conflit qui se glisse dans ta parole. Dans cette perspective, le but de la cure analytique est de ramener le patient au moment où le symptôme s'est constitué. L'idée, c'est de retrouver les coordonnées précises de sa naissance, c'est-à-dire le contexte, les émotions et les pensées qui l'ont accompagné. Une fois ce moment d'origine retrouvé et compris, le symptôme perd sa raison d'être et peut s'atténuer ou disparaître. Ce retour à l'origine ne consiste pas seulement à se souvenir intellectuellement d'un événement, mais à le revivre psychiquement, avec l'affect qui lui était lié. C'est ce travail de remémoration et de reviviscence affective qui permet de transformer la relation du sujet à son symptôme. Le symptôme cesse alors d'être une énigme subie pour devenir quelque chose de compréhensible et qui est lié à une histoire. Imagine que tu aies une phobie des chiens sans savoir pourquoi. En analyse, tu pourrais te souvenir qu'enfant, tu as été effrayé par un chien qui t'a poursuivi. Mais surtout, tu pourrais revivre la peur, la panique, le sentiment d'abandon que tu as éprouvé ce jour-là. En reliant ta phobie actuelle à cette scène, eh bien, tu pourrais commencer à comprendre ce que ce symptôme protège ou exprime pour toi. Freud insiste sur l'importance des manifestations émotionnelles intenses, comme les cris dans le processus thérapeutique. L'abréation, telle qu'il l'a décrit, s'accompagne très souvent de cris, de pleurs, de gestes violents qui témoignent de la libération d'un affect longtemps retenu. Ces manifestations ne sont pas des détails secondaires, elles sont au cœur du travail de décharge et de transformation psychique. Pour Freud, un affect qui ne peut pas être exprimé librement reste bloqué et cherche une autre voie pour se manifester. Ce blocage de l'affect qui va se transformer en symptôme, notamment dans l'hystérie, où le corps devient le théâtre de ce qui ne peut pas se dire. Le symptôme apparaît alors comme une sorte de compromis entre ce qui veut exprimer et ce qui est interdit ou refoulé. En 1915, Freud propose que les pulsions ne peuvent pas atteindre le psychisme toutes seules sans être accompagnées d'un affect et que cet affect peut connaître plusieurs destins. Il peut être réprimé, c'est-à-dire maintenu hors de la conscience, déplacé vers un autre objet ou une autre situation, ou encore converti, ce qui veut dire qu'il se transforme en symptôme corporel. Cette conversion est sa première grande interprétation du symptôme hystérique. L'affect bloqué devient symptôme. Par exemple, tu ressens une colère très forte envers une personne que tu admires ou dont tu dépends. Tu peux te l'interdire de ne pas en avoir conscience. Cette colère peut se transformer en douleur physique, en malaise, en crise de larmes inexpliquée, ton corps parlant à la place de ta parole. Freud montre que les symptômes ne sont pas univoques, c'est-à-dire qu'ils ne renvoient pas à une seule cause ou à un seul sens. Au contraire, ils sont plurivoques, porteurs de plusieurs significations superposées qui se construisent au fil du temps. Il illustre cette idée par de nombreux exemples cliniques, dont celui d'un jeune homme venu consulter pour des crises d'apnée. Ce patient, après quelques semaines de travail, apporte un rêve qu'il a lui-même interprété comme étant lié à ses symptômes.
mais cette interprétation ne se révèle pas pertinente. Une semaine plus tard, il revient avec un autre rêve et des souvenirs nombreux qui lui sont revenus, notamment un jeu de baleine qu'il avait inventé avec sa mère à la naissance de son frère. Ce souvenir permet de mettre au jour une multiplicité de sens autour de ces crises d'apnée liées à la relation à la mère, la rivalité fraternelle et à la question de la place dans la famille. En 1904, Freud a pleinement conscience que le symptôme est une construction complexe organisée en couches successives, un peu comme les couches d'un oignon. Chaque couche renvoie à une époque, à un conflit, à un désir particulier. Et le travail analytique consiste à les déplier une à une. Le symptôme n'est donc pas un simple signe de maladie, mais une formation de compromis riche de signification. Tu peux imaginer un symptôme comme une habitude étrange. Par exemple, te ronger les ongles de manière compulsive. Ce geste peut à la fois exprimer de l'angoisse, une agressivité retournée contre toi-même, un besoin de contrôle ou encore rappeler inconsciemment une scène de ton enfance où tu étais grondé pour ce comportement. Plusieurs couches de sens peuvent coexister dans un seul même acte. La méthode cathartique, que l'on peut aussi appeler hypnose exploratrice, c'est une technique de psychothérapie que Freud développe pour permettre au patient de reconstruire son passé avec l'aide du thérapeute. Contrairement à une hypnose plus directive, qui cherche surtout à faire disparaître les symptômes, la méthode cathartique vise à en découvrir le sens. L'objectif, ce n'est pas de supprimer le symptôme de manière autoritaire, mais de modifier la dynamique subjective qui le soutient, de sorte qu'il n'ait plus de raison d'exister. Cette méthode repose sur l'idée que si le sujet parvient à revivre et à exprimer les affects liés à certains souvenirs, il pourra s'en libérer. Par contre, Freud va progressivement constater que cette technique a ses limites, notamment parce qu'elle ne permet pas toujours au patient de s'approprier ce qu'il se passe. L'hypnose place le sujet dans une position trop passive qui empêche un véritable travail de subjectivation. Imagine que tu ailles voir un thérapeute qui, par hypnose, te fasse revivre un souvenir douloureux, puis te dise que tout ira mieux désormais. Tu pourrais te sentir soulagé sur le moment, mais sans vraiment comprendre ce qui s'est joué, ni comment ça s'inscrit dans ton histoire. C'est ce manque de compréhension active qui va pousser Freud à chercher une autre voie. À la fin du 19e siècle, Freud introduit ce qu'il appelle le sitting analytique, plus connu sous le nom de divan analytique. Dans cette configuration, le patient est allongé sur un divan, tandis que le psychanalyste est assis derrière lui, hors de son champ visuel. Cette position non frontale, sans contact physique, une caractéristique essentielle de la méthode analytique freudienne. Freud cherche à réduire au maximum l'influence de sa propre subjectivité sur le patient, en évitant les regards, les mimiques, les gestes qui pourraient orienter la parole. Il veut se concentrer sur ce qui se dit, sur les associations d'idées, sur les lapsus, plutôt que sur la relation de face à face. Cette disposition favorise aussi l'émergence du transfert, c'est-à-dire la manière dont le patient projette sur l'analyste les figures de son passé. Si tu étais sur un divan, sans voir le visage de la personne à qui tu parles, tu pourrais te sentir plus libre de dire certaines choses, de laisser venir des pensées que tu censurais peut-être en face à face. Tu pourrais aussi, sans t'en rendre compte, lui parler comme à un parent, à un professeur, à un ami, révélant ainsi des aspects de ta vie
affective. Freud finit par abandonner l'hypnose parce qu'il constate qu'elle ne permet pas un véritable travail de subjectivation. Le patient sous hypnose ne peut pas vraiment élaborer ce qui lui arrive, ni prendre la mesure de ses propres mécanismes psychiques. Bernheim montre d'ailleurs que les patients peuvent retrouver à l'état de veille ce qui a été découvert pendant le sommeil hypnotique, ce qui relativise l'intérêt de l'hypnose comme voie privilégiée vers l'inconscient. Cette découverte pousse Freud à chercher une méthode qui lui permet de court-circuiter l'hypnose en accédant au matériel inconscient. Il va alors développer la technique des associations libres, où le patient est invité à dire tout ce qui lui vient à l'esprit sans censure, même si ça lui paraît absurde, choquant ou sans importance. C'est à partir de ce flux de paroles que l'analyste repère les résistances, les répétitions, les formations de compromis. Tu peux te représenter une séance où tu serais invité à parler sans t'arrêter, en disant tout ce qui te passe par la tête, même si tu trouves ça un peu ridicule. Tu remarquerais peut-être que certaines idées reviennent et que tu bloques sur certains sujets, que tu changes brusquement de thème. Et c'est précisément dans ces mouvements que se repèrent les résistances et les traces du refoulement. Freud élabore ce qu'il appelle l'économie psychique des 1890 pour penser l'équilibre global du sujet. Il considère que la vie psychique est traversée par des forces de différentes intensités, comme les pulsions, les mécanismes défensifs ou les contre-investissements, qui s'organisent entre eux. L'économie psychique désigne alors la manière dont ces forces se répartissent, se compensent, se bloquent ou se déchargent. Les associations d'idées, pour Freud, ne sont jamais le fruit du hasard. Elles sont déterminées par ce qui se trouve déjà dans le champ de la conscience ou à sa limite. La résistance est un mécanisme par lequel le sujet empêche l'accès à certains contenus inconscients parce que leur émergence provoquerait du déplaisir. Le refoulement est une opération qui maintient certains contenus hors de la conscience, mais ces contenus restent affectifs et se manifestent sous forme de symptômes, de rêves, de lapsus. Freud, en 1920, avance l'idée que le symptôme est aussi une modalité de jouissance, ce qui veut dire que le sujet tire, malgré lui, un certain bénéfice de son symptôme. Il anticipe ainsi par la notion de pulsion de mort située au-delà du principe de plaisir qui pousse le sujet à répéter des expériences douloureuses et destructrices. L'amnésie, notamment l'amnésie infantile, est pour lui une conséquence du refoulement qui intervient pour éviter une sensation de déplaisir trop intense. Tu peux penser à une situation où tu répètes toujours le même type de relation qui te fait souffrir, tout en disant que tu ne comprends pas pourquoi tu retombes dans le même schéma. Pour Freud, cette répétition n'est pas un hasard. Elle témoigne d'une jouissance inconsciente et d'une organisation de ton économie psychique qui te pousse à rejouer un scénario ancien. En 1904, Freud soutient que le rêve est la réalisation hallucinatoire d'un désir. C'est-à-dire qu'il met en scène de manière déguisée un désir inconscient. Entre l'inconscient et le rêve se situe une instance qu'il appelle la censure, qui filtre et déforme les contenus inconscients pour les rendre acceptables aux rêveurs. Cette censure opère par deux grands mécanismes. Le déplacement, qui déplace l'accent d'un élément important vers un détail secondaire, et la condensation, qui fusionne plusieurs éléments en un seul. L'interprétation du rêve consiste
à déplier ces déplacements et ces condensations pour retrouver les éléments latents, c'est-à-dire les pensées et les désirs qui se cachent derrière le contenu manifeste du rêve. Le rêve, il n'est donc pas un message mystérieux tombé du ciel, mais une construction psychique qui obéit à des lois précises. En travaillant sur les rêves, l'analyste peut accéder à des désirs refoulés et à des conflits inconscients. Tu rêves, par exemple, que tu rates un examen en arrivant nu dans la salle. Tu peux te dire au réveil que c'est absurde, mais pour Freud, ce rêve pourrait condenser à la fois ta peur de l'échec, ton sentiment de vulnérabilité, ton rapport au regard des autres, et peut-être même un désir de transgression. L'interprétation chercherait à déplier les différents niveaux de sens. Dans La psychopathologie de la vie quotidienne en 1904, Freud s'intéresse aux oublis, aux lapsus, aux actes manqués, c'est-à-dire à tous ces petits incidents de la vie de tous les jours qui semblent sans importance. Il montre que ce qui paraît insensé ou purement accidentel cache en réalité un sens inconscient. Ces phénomènes deviennent alors des indices précieux pour comprendre le fonctionnement du psychisme. Pour Freud, oublier un nom, se tromper de mot, perdre un objet, arriver en retard à un rendez-vous important, ne sont pas de simples maladresses. Ils révèlent des conflits internes, des désirs contradictoires, des résistances qui s'expriment de manière détournée. La vie quotidienne devient donc un terrain d'observation privilégié de l'inconscient à l'œuvre. Si tu oublies systématiquement de répondre à un message d'une personne qui compte pour toi, tu peux te dire que tu es juste distrait. Freud t'inviterait à te demander ce que cet oubli répété signifie. Peut-être une ambivalence, un conflit entre le désir de te rapprocher et la peur de t'engager qui se traduit par cet acte manqué. Freud distingue deux types de silence dans la cure analytique qui n'ont pas la même signification. Il y a d'abord le silence d'élaboration où le patient se tait parce qu'il est en train de réfléchir, d'associer, de laisser venir des pensées, qui fait partie du travail analytique. Et il y a le silence de sidération, lié à des pensées transférentielles, c'est-à-dire à ce que le patient éprouve à l'égard de l'analyste. Dans ce second cas, le patient se fige parce qu'il est pris dans une émotion ou une pensée qu'il n'ose pas dire, souvent en lien avec la relation à l'analyste. Freud remarque qu'il suffit parfois de dire au patient « vous êtes en train de penser à moi » pour que la parole se remette à circuler. Ce type de silence est très important en clinique car il signale une résistance et un refoulement particulièrement forts. Tu peux imaginer être en séance et te retrouver soudain incapable de parler alors que tu avais beaucoup de choses à dire. Peut-être es-tu en train de penser que l'analyste te juge, t'abandonne, t'aime ou te rejette, mais tu n'oses pas le dire. Ce silence devient alors un indice précieux de ce qui se joue dans le transfert. Freud considère que l'hypnose est une méthode de travail relativement facile parce qu'elle permet d'obtenir rapidement des effets spectaculaires. Mais cette facilité est trompeuse parce qu'elle ne permet pas de repérer les forces en présence dans la vie psychique du patient, ni de voir le travail interne qui s'opère. L'hypnose contourne les résistances au lieu de les affronter, ce qui limite la portée du traitement. Pour Freud, le véritable travail analytique consiste à trouver la résistance, à la mettre en lumière et à la travailler avec les patients. C'est en affrontant ces résistances que l'on peut accéder à la dynamique psychique profonde du sujet. Il affirme que l'hypnose ne détruit pas les résistances, qu'elle ne fournit que des renseignements incomplets et qu'elle ne produit que des succès passagers. Si tu allais voir quelqu'un qui par une technique rapide fait disparaître ton symptôme sans que tu comprennes ce qui s'est passé, tu pourrais te sentir mieux un temps. Mais si les conflits internes n'ont pas été travaillés,
il y a de fortes chances que le symptôme revienne sous une autre forme ou que d'autres difficultés apparaissent. L'analyse psychanalytique a pour but de lever l'amnésie infantile, c'est-à-dire de permettre au sujet de retrouver des éléments de son histoire qui ont été refoulés. Freud découvre ce qu'il appelle le refoulement originel, c'est-à-dire un premier refoulement fondamental qui constitue l'inconscient lui-même dans l'interprétation des rêves. La psychanalyse se donne alors pour objectif de rendre l'inconscient conscient, de faire remonter à la conscience ce qui était jusque-là refoulé. En 1938, Freud modifie sa manière de concevoir le travail analytique. Il abandonne l'idée d'une simple interprétation qui dévoilerait un sens caché déjà là, pour proposer la notion de construction. La construction, c'est une sorte de fiction élaborée par l'analyste à partir du matériel apporté par le patient. Une hypothèse cohérente sur son histoire psychique qui peut avoir des effets sur lui. Il ne s'agit plus seulement de découvrir une vérité enfouie, mais de construire avec le patient une version de son histoire qui lui permet de se transformer. Selon Lacan, le moi doit remplacer le ça, qui veut dire que le conscient doit progressivement prendre la place de l'inconscient dans la direction de la vie psychique. L'idée, c'est que le sujet devienne plus responsable, plus lucide sur ses désirs, ses conflits, ses choix, au lieu d'être gouverné à l'insu par des forces inconscientes. La psychanalyse vise ainsi à déplacer le centre de gravité du sujet, du ça, vers le moi. Tu peux imaginer qu'au fil d'une analyse, tu passes d'un état où tu te sens dominé par des réactions que tu ne comprends pas, à un état où tu peux dire « je sais pourquoi je réagis ainsi, je reconnais ce désir, je peux choisir de faire autrement ». Ce passage, c'est précisément ce mouvement où le moi prend la place du ça dans la conduite de ta vie psychique.